podcast Binge Audio. Comme tous les mois de janvier, on voit revenir un thème qui est devenu un classique du début d'année, le Dry January. Le concept est simple, limiter voire arrêter totalement sa consommation d'alcool durant un mois entier. Une idée portée essentiellement en France par des associations et des entreprises privées, puisque l'État n'a visiblement pas trop envie de se coltiner le puissant lobby des alcooliers en développant une campagne de santé publique. Il n'empêche, l'idée a du succès et elle a au moins le mérite de mettre en lumière un sujet souvent minoré ou caricaturé, l'addiction à l'alcool, bien plus répandue qu'on veut bien l'estimer. Ce mois de janvier sort également un livre qui se confronte aux addictions, alcool, drogue, médicaments, et qui raconte les voies parfois détournées qui peuvent mener à la sobriété. Il s'appelle Clean, il est signé par l'écrivain Johann Zarka, et ce sera le sujet de cet épisode. Je suis Thomas Rozek, et vous écoutez Programme B. Johann Zarka est l'auteur de plusieurs romans qui ont eu leur lot de succès. Il a obtenu le prestigieux prix de Flore en 2017 pour son livre Paname Underground, sorti aux éditions Goutte d'Or dont il est le cofondateur et où vient de paraître Clean, donc. Un roman où se croisent les destins de personnes dépendantes qui tentent de s'en sortir en rejoignant notamment des groupes d'entraide. Un roman ancré dans le réel puisqu'il s'est construit à partir de la propre expérience de son auteur qui lui aussi est clean depuis quelques années maintenant. J'ai commencé par lui demander comment s'est fait pour lui le déclic et l'arrêt des stupéfiants. Petit à petit, moi j'ai perdu vraiment la maîtrise dans la cam, c'est-à-dire que je commençais à avoir des trucs psy, c'est-à-dire même à entendre des voix, des sons, à me sentir persécuté. Sur la fin, je dormais même avec une batte de baseball pour dire à quel point le truc allait loin. J'ai plein de trucs là, j'étais malade tout le temps aussi, donc je commençais vraiment à avoir un ras-le-bol et même mon mode de vie, j'en pouvais plus et je m'isolais aussi vachement. Donc j'avais toute une accumulation de trucs comme ça. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire il y a aussi que j'ai croisé la bonne personne au bon moment, qui était un ancien consommateur et qui m'a ouvert un peu la voie du rétablissement. Je l'ai croisé au bon moment, un jour je l'ai appelé, je lui ai dit non, là je suis vraiment en train de partir en sucette, il me dit bon bah suis-moi. Il m'accompagne dans une salle où il y a plein de gens en cercle, peut-être une quarantaine, et tous c'est des anciens consommateurs qui ont arrêté. Et là, j'ai su qu'il y avait quand même une possibilité pour moi, quoi. Moi, j'avais vraiment aucune idée, parce que c'est vrai que maintenant, il y a dans les séries style Euphoria, mais moi, je suis arrivé là-dedans, en réalité, il y a 6-7 ans, j'ai commencé à mettre un pied à l'intérieur, et c'est assez récent, hein. Donc moi je connaissais absolument pas le monde de l'abstinence, mais je connaissais le monde des addictos, c'est-à-dire la réduction de risque. C'est-à-dire on peut se cachetonner, on note ce qu'on consomme, voilà. Mais je savais pas qu'il y avait quelque chose dans ce monde qui proposait l'abstinence complète. Justement, peut-être on peut expliquer un peu ce monde de l'addicto, comme tu dis. En gros, quand on est toxicomane ou dépendant à des substances, il y a plein d'étapes avant d'arriver à l'abstinence. C'est quoi ces étapes, justement ? Oui, alors c'est pas tant des étapes que des écoles. C'est-à-dire, il y a l'école plutôt française qui est l'école des médecins, donc de l'addictologie. C'est ce qu'on appelle la réduction de risque. C'est-à-dire, eux, ils vont prendre la personne dépendante, et puis ils vont lui dire, tiens, qu'est-ce que tu as consommé aujourd'hui ? Note ça sur un petit carnet. Voilà, ils vont possiblement leur prescrire aussi, je sais pas, par exemple pour certains consommateurs d'héroïne ou d'autres substances, du Subutex, de la méthadone. Il va y avoir des produits de substitution. Ça peut être des benzos, c'est-à-dire du Lexomil pour calmer, parce que la baisse de la consommation de cam peut créer beaucoup d'angoisse, de choses comme ça. Donc ça, c'est la médecine. Et puis il y a un autre monde qui est plutôt anglo-saxon, je dirais, enfin une autre école qui est celle de l'abstinence totale, et surtout, ce que je veux dire par là, c'est de l'entraide entre personnes toxicomanes, je préfère dire dépendantes, et voilà, et du coup, il n'y a pas du tout de médecin, il n'y a pas de thérapeute, c'est des groupes où tout le monde est à égalité et s'entraide à rester abstinent. Le modèle serait plutôt les alcooliques anonymes. D'ailleurs, il y a les narcotiques anonymes que tu mets en scène dans le livre. Il y a un personnage qui est un peu à la croisée des chemins, justement,
justement de tous ces différentes chapelles. C'est le personnage de Lucie, qui est elle aussi dépendante, mais qui est devenue psychologue. Elle est en permanence entre ce monde des narcotiques anonymes et le monde des centres, là, qui sont plus dans une démarche thérapeutique encadrée. Ouais. Alors, ceci dit, cette démarche-là aussi, ça reste quand même du modèle de l'abstinence. C'est-à-dire, certes, elle est thérapeute, mais c'est une ancienne consommatrice, mais elle est abstinente. Et effectivement, il y a aussi, un peu aussi sur le modèle des alcooliques anonymes, il y a ce qu'on appelle des résidences thérapeutiques, enfin c'est des espèces de résidences dans lesquelles vivent des dépendants, et y compris des thérapeutes dépendants, et tous s'entraident aussi à rester abstinents. Et effectivement, elle est à la croisée des chemins, parce qu'elle a un regard un peu plus professionnel sur la dépendance. Il y a énormément d'anciens consommateurs qui deviennent thérapeutes, il faut le savoir. Et c'est pour ça que ça me semblait logique dans le roman de faire naître une thérapeute. C'est vachement dur de se repérer dans ce monde de l'accompagnement des personnes dépendantes. Oui, après c'est vrai que c'est tout un univers. Alors le truc classique, après il y a plein de parcours, tous les parcours sont différents, mais il y a un parcours classique qui est d'abord la cure. Je parle dans le milieu de l'abstinence, pas dans le milieu de l'addicto. La cure, le sevrage, on arrête de consommer en centre fermé. Ensuite, la plupart vont, je cherchais le terme, mais c'était les communautés thérapeutiques. Donc, ils restent 1 an et demi, 2 ans dans une résidence avec des travailleurs sociaux, généralement des dépendants, des thérapeutes, généralement des dépendants. Ils se remettent un peu à se resocialiser. Il y a de l'accompagnement thérapeutique, il y a de l'accompagnement social, administratif. Et quand ils ressortent, la plupart, ils vont aux narcotiques anonymes et puis voilà, petit à petit, ils s'intègrent et c'est un chemin de toute une vie. C'est-à-dire, c'est pas rare dans ces groupes-là qu'il y ait des personnes qui continuent de se rétablir alors qu'ils ont 30 ans d'abstinence. On reste dépendant, quoi qu'il arrive. J'ai envie de dire que oui, en tout cas, moi, pour mon cas, je pense que oui, qu'on reste dépendant. Dans mon cas, je préfère le considérer comme ça. J'ai pas envie de m'amuser à savoir si je retouche dans 10 ans, si je vais retomber dedans ou pas. Donc, je pense que il y a plutôt intérêt à se considérer dépendant. Et l'expérience collective le montre assez, parce que moi, pour ma part, j'ai vu des personnes rechuter après 15 ans, 17 ans, notamment un pendant le Covid, et il a rechuté après 17 ans d'abstinence totale, il est reparti en couille à la seconde où il a reconsommé, il s'est remis à se redéfoncer, mais comme 17 ans plus tôt, quoi. C'est des trucs assez classiques finalement. L'aventure commence au moment où on arrête. Et c'est non pas l'aventure se termine au moment où on arrête, c'est l'aventure commence parce qu'on change totalement de monde, on passe d'un bordel à un autre bordel. C'est vrai que c'est pour ça aussi que j'ai voulu écrire ce livre. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de, je ne veux pas faire parler à un inconscient collectif, mais une espèce de pensée qui est l'histoire de l'ancien tox qui arrête et la vie devient belle. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. On est consommateur parce qu'on a eu des failles. Souvent, elle est à quasiment 100%. C'est des traumas dans la jeune enfant, des trucs comme ça. Et donc, c'est quand même un mode de pensée. Et du coup, on va se retrouver comme ça avec maintenant, il va falloir comprendre un peu pourquoi on a consommé et puis vivre avec ce mode de pensée. C'est-à-dire, c'est un mode de pensée, toxicomane, si je peux me permettre du terme, même si je l'aime pas, c'est quelqu'un de très obsessionnel. C'est pour ça qu'il est tombé dans le produit, il ne pensait qu'à ça. Et donc, on va devoir vivre avec toutes ces obsessions. Donc, il y a des fois des addictions qui se promènent, on passe d'une addiction à une autre. Et surtout, il y a la découverte des émotions. Parce que, fondamentalement, un consommateur, ce qu'il cherche à faire, c'est étouffer ses émotions. Et là, le grand classique, c'est on parle de dégel des émotions. Il y a les émotions qui se réveillent et ça peut devenir très violent. Pour ma part, ça a été très violent, mais autour de moi, ça a été très violent. Il y a énormément de confusion aussi. Enfin, je veux dire, il y a des émotions qui sont mal situées. Pour certains, c'était mon cas. Moi, j'étais très en colère et en fait, je cachais vachement de peur derrière cette colère. J'avais une espèce de j'ai une espèce de peur sociale qui s'est réveillée dans l'abstinence, un truc où d'un coup, quand j'étais avec des gens, j'étais pas à l'aise, et je pense que moi, je me blindais beaucoup dans ma consommation, et je me blindais beaucoup par la colère, une espèce de mur que je mettais un peu un peu de colère, enfin un truc un peu peut-être un peu agressif, un peu distant, et voilà. Et donc c'est beaucoup aussi de confusion. Quand on arrête de consommer, on se retrouve vraiment paumé dans ses émotions. On en découvre certaines et d'autres, elles sont absolument pas à la bonne place, quoi. Alors je dirais quand même une chose, c'est que c'est souvent comme ça au début, c'est-à-dire mais ça c'est lié à l'ancien mode de vie. C'est-à-dire que bon, la dépendance c'est quand même un peu
pas tout le monde, mais une vie quand même dans l'illégalité, avec des fréquentations tout le temps un peu bizarres et tout. Donc c'est un milieu assez rebelle finalement. Et c'est souvent le début de l'aventure commence souvent comme ça. La première scène de mon roman, c'est une fille qui pète un plomb dans un groupe de paroles. Et moi, c'était exactement la même chose. Quand je suis arrivé, je pétais les plombs tout le temps. Et après, avec le temps, il y en a qui gardent un peu ce comportement-là, mais c'est assez rare. Après, quand même, on s'apaise, on remet les choses à la bonne place. Donc ça, je dirais que c'est lié non pas à ce nouveau mode de vie qu'est l'abstinence, mais à l'ancien mode de vie de la consommation. Qu'est-ce qui te faisait péter les plombs dans cette découverte-là ? Qu'est-ce qui me faisait les plombs ? Moi, je réagissais aux cartes de tour, mais c'était vraiment lié à mon ancien mode de vie. C'était comme ça. Moi, je veux dire, à chaque fois que j'avais peur, je pétais un plomb pour pas ressentir cette peur. Dès qu'il y en avait une personne qui était un peu distance avec moi, je l'envoyais chier. Enfin, j'avais un peu un truc comme ça. Et tout était pour moi. En fait, je suis arrivé moi, mais comme beaucoup. Je veux pas parler au nom de tous les dépendants parce qu'il y a des trajectoires très différentes, mais comme beaucoup, je suis arrivé mais pétri de peur, enfin terrifié même, mais terrifié en même temps anesthésié vachement. Et donc je suis arrivé, moi je me blindais vachement dès que je me sentais rejeté. Un des trucs qui me mettait hyper en colère, c'était de me sentir rejeté. Sauf que comme je me sentais rejeté quasiment tout le temps, je pétais les plombs tout le temps. Et voilà, donc il y avait plein de choses comme ça, un mot de travers, je m'énervais tout de suite au quart de tour, quoi. Si on se met en avant une image un peu de voyou, c'est hyper réconfortant, on met les autres à distance et du coup on évite le lien, l'intimité, des trucs qui font peur à beaucoup de gens. Moi c'était mon cas, hein. Même tu regardes les vieilles interviews, les trucs, je sais que j'étais hyper fermé, mais en vrai j'étais pétri de peur. Le rapport avec les gens c'était la même chose et en fait c'est des postures, moi que j'ai utilisées, que d'autres personnes vont utiliser justement pour mettre à distance des peurs sociales. Il y a un truc quand même qui est très fréquent chez les dépendants, moi que j'observe, c'est quand même une problématique de lien, c'est des peurs sociales. Enfin, franchement, on est énormément dans ce cas-là. L'abstinence, elle pose en l'occurrence un problème supplémentaire quand on est artiste. Car, c'est un cliché épouvantable, mais bon nombre d'écrivains, de musiciens et j'en passe ont de fait enchevêtré leur consommation dans leur processus de création. C'est le cas de notre invité qui a dû apprendre à écrire sobre. Moi, il m'a fallu un temps de réadaptation parce que j'ai vachement perdu mes moyens. C'est-à-dire qu'on parlait des émotions tout à l'heure et évidemment, la défense a supprimé le doute. Et moi, je me moquais beaucoup, l'angoisse de la page blanche. Enfin, c'était un truc qui me faisait doucement rigoler. Je me disais, vous foutez de... Et la réalité, c'est qu'en devenant abstinent, moi, j'ai eu des peurs aussi évidemment, que j'avais complètement étouffées. Alors, quand j'écrivais sous coke, sous en fait, j'étais le roi du monde. J'étais, putain, c'est bête, même si c'était de la daube, j'étais dans ma tête, c'était chambé. Et là, du coup, c'est vrai qu'il y a un truc qui s'est réveillé, c'est des doutes. Et maintenant, j'apprends à écrire avec les doutes. C'est vrai que ça a changé mon rapport avec mon taf, avec tout, parce que encore une fois, j'ai étouffé tellement d'émotions et maintenant je dois vivre avec ça que j'écris plus exactement de la même façon, ça c'est sûr. Et quel regard justement tu portes sur ce que tu écris maintenant ou même sur ce que tu as écrit avant? Sur ce que j'ai écrit avant, un regard, je sais pas, non mais je vois l'évolution. Après, je me dis, putain... je me dis, vu tout ce que je me suis mis dans la gueule, je me suis pas mal démerdé quand même à l'époque. Parce que j'ai écrit quand même quelques bouquins. Quand j'ai eu le prix de Flore, j'étais en plein dedans. Donc je me dis, putain, j'ai assez géré mon affaire. Et aujourd'hui, j'ai un regard... c'est marrant, tiens, je me suis jamais posé la question. Donc en direct, j'y réfléchis. Mais je dirais qu'avant, je mettais ma vie un peu au service de l'écriture quand même. Même la défense... Et aujourd'hui, maintenant, c'est plutôt, je dirais, l'écriture au service de ma vie. Enfin, ça doit participer quand même à une espèce de tranquillité intérieure, de bien-être, c'est plus exactement ma priorité. Je ne sais pas si c'est question d'âge ou quoi, mais je pense quand même que c'est lié à l'arrêt de la défense. Enfin, j'essaye d'être attentif à moi, quoi. Tu dirais que quelle place ça prend maintenant dans ta vie, cette vie d'abstinence, justement ? Total, c'est prioritaire. Je te parlais de vie, mais c'est prioritaire. Avant n'importe quoi, avant même, je te dis, même ma fille, tu vois, j'ai une petite fille que j'ai eue dans l'abstinence. Même avant elle, et je vais te dire pourquoi, c'est parce que si je reconsomme, moi, je veux dire, je fous ma paternité en l'air, mes potes, mes trucs, enfin, je fous le merdier comme à l'époque. Donc, si je veux
que les trucs roulent, je suis obligé de mettre ça en priorité. Donc je me rétablis de manière assidue, quasiment de manière quotidienne. Tu participes toujours Ouais. à ces cercles avec d'autres dépendants. C'est quoi ta participation ? Ça ressemble à quoi justement ces cercles dans ta vie maintenant ? Je participe bien, je suis bien quand même à 4-5 fois par semaine. Donc tu vois que c'est beaucoup après 5 ans et demi. Après, il y a des gens que je parraine. Une des règles, nous, globalement qu'on a, c'est peut-être pas quelqu'un qui t'a pas demandé d'aide. L'entraide n'a pas de limite tant que c'est de l'aide et pas du sauvetage auquel on t'a rien demandé. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui rechute, je vais pas, non, faut pas que tu consommes. Déjà, pas de prosélytisme. Tu vois, le premier truc, c'est de pas prôner le mode de vie abstinent. Moi, le mec qui veut se foncer, il se fonce dé. Je vais pas. C'est aussi respecter les choix de chacun. Je pense qu'il y a une manière intuitive. Tu le vois en fait, la personne qui a envie de se sortir de la merde, mais c'est juste de pas aller au secours des gens qui t'ont rien demandé, quoi. Ça m'est arrivé d'intervenir dans des hôpitaux. J'ai fait beaucoup les hôpitaux, mais aussi dans des prisons. À la maison d'arrêt de Villepinte, par exemple. Et puis, c'est aussi... et aussi, je me ménage vachement. C'est-à-dire, je peux vite annuler des rendez-vous si je sens que je suis pas bien. Je peux marcher, je peux essayer de ménager vachement, histoire de pas trop... Parce que moi, rien peut m'ébranler, en vrai. Je peux aujourd'hui avoir des trucs destructeurs très vite. Si je te donne un exemple concret dans la vie quasiment des dernières semaines, c'est que je me mets d'un coup à obséder, parce que sur les maladies, et je me mets à me laver les mains 30-40 fois par jour, j'ai l'hydroalcoolique machin, je me retrouve avec les mains en lambeaux et je peux même plus écrire, enfin les mains, c'est des trucs de fonce-dé, c'est encore une obsession et qui se transforme en compulsion. Donc j'ai un mode de pensée comme ça, et du coup il faut vraiment que je sois hyper vigilant, quoi. On a évoqué tout à l'heure les narcotiques anonymes, qui sont issus des alcooliques anonymes, un mouvement d'entraide fondé il y a près d'un siècle aux États-Unis et qui depuis s'est étendu un peu partout dans le monde. Le système est basé notamment sur un programme en 12 étapes permettant d'admettre et de contrôler son addiction. Un système avec ses rites, comme par exemple la fameuse prière de la sérénité récitée à la fin des réunions. « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. » La spiritualité, voire carrément la religion, elles font partie du décorum de ces structures, avec parfois un petit côté naïf boy scout qui peut paraître désuet. Mais le livre de notre invité nous en propose une vision beaucoup plus subtile. Il faut voir les particularités de chaque pays aussi. En France, on a un pays, on va dire, laïque, voire des fois laïcard, enfin voilà. Et c'est pas du tout pareil chez les anglo-saxons. Où, tu vois, par exemple, une des plus grandes fraternités au monde des narcotiques anonymes, après les États-Unis, c'est l'Iran. L'Iran, à chaque coin de rue, il y a des réunions narcotiques anonymes. Le régime des mollahs a validé le truc et tout. Bon, c'est Allah, leur puissance supérieure, tu vois. En France, l'aspect spirituel est encore là, mais tu vois que c'est beaucoup plus varié. Moi, j'ai développé un peu ce truc-là, mais je vais avoir, on va dire, spiritualité laïque, on va dire celle du lien. Tu vois, pour moi, il y a un truc un peu plus grand que moi qui est le lien à l'autre, l'expérience des autres, et ça peut me transcender quand même. Il y en a pour qui ça va être, je sais pas, la pleine conscience, un bouddhisme, un pseudo-bouddhisme retaffé. Il y en a, ils se mettent effectivement dans la religion. Il y en a, ils sont laïcs complets, mais ils croient fermement dans les pouvoirs du rétablissement ou la nature, où on essaye quand même de se dépasser, parce que ce qu'on voit quand même, c'est que la cam est une espèce de transcendance. C'est-à-dire, de toute façon, tu te soumets à un pouvoir plus grand que toi qui est la cam. Donc on essaye de mettre un truc plus fort en face et il faut quand même un truc solide, quoi. Il y a une raison aussi qui faisait que j'avais envie de discuter avec toi de tout ça, c'est que moi je suis frappé de voir que, comme en chaque mois de janvier, on va dire, il y a tout un business qui se développe autour, alors non pas peut-être de l'abstinence, mais en tout cas de la sobriété. Comment tu vois, toi, ce nouveau discours, ce nouveau rapport à la sobriété qui nous revient tous les mois de janvier ? Écoute, je t'avouerai, je me suis pas posé la question. Je m'en fous un peu. Le livre, il est pas sorti. C'était pas calculé, déjà, parce que du coup, on pourrait me le reprocher. Figure-toi que les éditeurs, en fait, ils l'ont appris un peu en interrogeant une journaliste. Ils se disent, mais ça tombe bien, le livre, il sort en janvier, c'est le Dry January. Donc, le truc était vraiment pas du tout calculé de notre part. Ouais, je m'en fous un peu, parce que pour moi, entre guillemets, c'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est les gens
qui allaient mourir. Enfin, je veux dire, c'est une question de survie. Moi, j'aurais pas tenu 2 ans, soit en vie, soit je serais devenu complètement fou. Comme je te dis, j'entendais des voix et tout. Donc, moi, je parle vraiment de toxicomanie lourde, d'alcoolisme lourd, et pas mondain. Je parle vraiment du... Donc, c'est de dire on peut sortir de là, qu'il y a des solutions. Et qu'il y a des solutions, notamment dans l'abstinence. Bon, donc pour moi, le dry January, la sobriété, c'est vrai que je reconnais qu'il y a un truc un peu branchouille qui naît, mais franchement, je m'en fous. Vraiment, je m'en fous, en fait. Je crois que ce qui nous fait arriver un peu dans ces programmes-là là, d'abstinence, c'est quand même que notre vie part en couille avant de se dire, vas-y, au mois de janvier, je consomme pas. C'est un petit peu différent. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui, par le dry January, sont mis à... tu vois, il faut vraiment... Tu vois, tu parlais des 12 étapes. La première étape, c'est d'admettre que tu es dans la merde et que tu peux pas consommer, que tu peux pas modérer, que tu peux rien contrôler et que ta vie, elle part en sucette dans tous les domaines de ta vie, l'oseille, les liens, la santé. Tu vois, donc je pense que si t'as pas ça, si t'as pas le sentiment d'impuissance, tu vas pas faire tout ce qu'on fait pour te soigner, quoi. Merci à Johan Zarca pour ses réponses. Son livre Clean, il est dispo, on l'a dit, aux éditions Goutte d'Or. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Paul Berthiaud. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.